Information. Merci de votre attention. L'actualité ce vendredi, l'éducation en a, la santé vient aussi d'avoir son groupe de travail. Il a été mis sur pied ce vendredi. Il s'agit de trouver un remède au mal dans le secteur santé. Toblécop est bientôt totalement assaini. Des travaux vont démarrer sous peu dans le canton, souvent le pied dans l'eau. Le ministre des Infrastructures y était cet après-midi en visite de terrain. Gros plan, gros lot décroché par le Togo, un prêt d'un peu plus de 12 milliards de francs CFA consenti à la société par la Société internationale islamique de financement du commerce hier à Tunis. La société qui doit gérer l'argent et rembourser le prêt. Enfant défalé, en fait, le 5e festival des arts de la préfecture vient de démarrer. Célébration de la culture du terroir à vivre durant ce festival. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue au 20h. On commence donc par le chiffre du jour, 22 millions de dollars, soit un peu plus de 12 milliards de francs CFA. Eh bien, c'est un prêt que le Togo vient de décrocher avec la Société islamique de financement du commerce. L'accord de prêt est décidé hier à Tunis. L'argent est destiné à la société qui devra en assurer la gestion et le remboursement. Les précisions de Prudence. Cet accord de prêt de 22 millions de dollars, soit plus de 12 milliards 500 millions de francs CFA, signé mercredi à Tunis entre le Togo et les autorités de la Société internationale islamique de financement du commerce, filiale du groupe de la Banque islamique de développement, vient conforter les actions du gouvernement dans sa politique d'accès à l'énergie pour tous. La signature intervient en marge de la 43e rencontre annuelle du groupe de la Banque islamique de développement tenue dans la capitale tunisienne. Les fonds mis à la disposition du Togo permettront à la société de s'approvisionner en fuel lourd en faveur de contour global de Lomé pour faire tourner ses installations. L'objectif est de renforcer le régime de cette centrale afin de relever définitivement les défis liés au déficit énergétique. Ce nouveau financement vient porter à 42 millions de dollars l'ensemble des enveloppes débloquées par la Banque islamique de développement en faveur du Togo en moins d'un mois. Mi-mars à Jeddah en Arabie Saoudite, le Togo avait déjà réussi à décrocher deux financements d'une valeur globale de 20 millions de dollars, soit 11 milliards de francs CFA. Une multiplication des engagements pour le Togo qui laisse entrevoir un retour de confiance de l'investisseur islamique. À Tunis, le ministre de l'économie et des finances a remercié la BID pour son soutien multiforme au Togo et a présenté l'état des lieux de l'économie. Pour le ministre Sani Yaya, la BID ne cesse de consentir des efforts en vue de faire avancer le développement économique et social de notre pays par le financement de nombreux projets dans le domaine des infrastructures, de l'éducation, de la santé, de l'électrification rurale, des projets d'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes à travers le financement des institutions de microfinance en faveur des populations les plus vulnérables. Dans l'ensemble, l'économie togolaise a affiché des résultats encourageants ces dernières années. Le taux de croissance du PIB au cours de ces 5 dernières années s'est établi au-delà des 5%. Et ceci peut bien être une solution. Pour cela, vous le savez, la couverture infrastructure en énergie reste insuffisante, d'où les raccordements, la qualité même de l'offre, surtout dans les zones rurales. Le gouvernement mise, vous le savez aujourd'hui, sur les énergies renouvelables. La planification
opérationnelle de l'année du programme énergie vient justement d'être lancé. C'est un reportage d'Habita ici à Kako et d'Emsoussou. Puiser du soleil pour éclairer les zones rurales, l'ambition reste d'actualité au Togo et le gouvernement a reçu le soutien de certains partenaires, à l'instar de l'Allemagne, pour sa mise en œuvre. À cette rencontre de Lomé qui consacre le lancement du programme d'approvisionnement en énergie décentralisée et de sa planification opérationnelle, les acteurs vont réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour intensifier l'utilisation de l'énergie renouvelable. Ceci en tenant bien entendu compte du pouvoir d'achat des populations et de la protection de l'environnement. Ici, sous le vocable décentralisé, il faut entendre deux aspects. Il y a d'abord l'aspect décentralisé au niveau de la technologie. Donc désormais, nous n'allons plus utiliser que les extensions de réseau pour électrifier le milieu rural, mais on va combiner plusieurs technologies. Le solaire, que nous appelons globalement l'électrification rurale hors réseau. Aussi, sous le vocable décentralisé, il faut sous-entendre la responsabilité. Aujourd'hui, nous voulons impliquer les collectivités locales, nous voulons impliquer les bénéficiaires. Le Pro Énergie va appuyer la T2R dans ce sens-là. Puis, il faut aussi travailler dans la mise en place d'un environnement propice pour la participation du privé. À peine 4000 ménages au Togo sont dotés de kits solaires sur près de 3 millions identifiés. C'est dire que la lutte contre la pauvreté énergétique à base d'énergie renouvelable reste un réel défi. L'Allemagne veut donc accompagner le Togo à mettre sur pied un modèle économique viable tiré d'un document de référence en la matière. Il s'agit d'un appui à l'approvisionnement en énergie durable en milieu rural. Donc, un approvisionnement d'énergie décentralisée. Parce que les chiffres nous montrent aujourd'hui que c'est surtout le milieu rural qui souffre d'un manque d'accès à une électrification à des sources d'énergie durables. Donc, à cet effet, le Togo a décidé de revoir sa politique d'énergie et de formuler une stratégie d'électrification rurale. Le secteur de l'énergie est caractérisé par l'insuffisance et la vétusté des infrastructures et des raccordements, selon le directeur de cabinet du ministre en charge de l'énergie. En 2016, seulement environ 60% des zones rurales sont électrifiées. Cette rencontre avec les acteurs permettra également de mener des réflexions pointues sur la place et l'importance de la biomasse en matière énergétique. Et voilà qui nous amène à évoquer cet autre projet, le PIDU, projet des infrastructures et du développement urbain. Ça concerne 6 villes togolaises. Kara en fait partie. Des études ont été menées sur place. Coordination et bénéficiaires ont échangé justement sur place. À Kara, le compte rendu de Nestor Mouchou. La voie dans le collège Chaminade et passant par le siège du CIB pour déboucher sur la nationale numéro 1. Le tronçon quittant l'établissement Matata sur la nationale numéro 1 pour allier l'église catholique de Tomde en passant par le Pont Prince. La rue partant de l'entrée principale du CHR Tomde conduisant au village d'enfants SOS pour sortir sur la nationale numéro 16, route Kara-Kemerida. 3 voies qui seront bitumées à Kara grâce au projet des infrastructures de développement urbain. À la préparation du PIDU, une équipe a été envoyée pour rencontrer les populations et leur demander leurs priorités par rapport aux montants qui sont mis à leur disposition. Et ce sont les 3 rues que Kara a choisies pour servir de voie de contournement de la ville. À cette rencontre, les différents acteurs du PIDU se sont retrouvés pour donner leur appréciation sur les études qui ont été faites sur les 3 tronçons pour valider les résultats. Le consultant est passé, il a analysé et il a proposé des mesures de mitigation des impacts sur le milieu biophysique
et sur le milieu humain. Et nous nous retrouvons pour évaluer, vérifier ce qu'il a mis dans le document et apporter notre contribution pour que le document qui sera sorti d'ici soit le document du Togo et non du consultant. Le message que nous aurons à prodiguer à la vaillante population de la ville de Kara et surtout aux riverains de ces voies, c'est d'être patient et d'accepter pendant la phase de réalisation des travaux tous les désagréments qui leur seront causés. Après cette validation, le rapport sera transmis à la Banque mondiale. Celle-ci, à son tour, fera son évaluation interne. À la suite de cette évaluation, les acteurs impliqués dans le projet des infrastructures et de développement urbain vont se rencontrer pour procéder à une évaluation des deux parties. Cela permettra au PIDU de passer au conseil d'administration de la Banque mondiale pour adoption, ce qui ouvrira la voie à la phase des travaux. Nous vous l'annoncions en titre tout à l'heure, pas de simple palliatif. Il faut bien trouver un remède, le remède nécessaire au mal dans le secteur santé. Les acteurs impliqués veulent justement aller au-delà de toute considération. Un groupe de travail vient d'être mis sur pied. Ministre de la Santé, fonction publique d'une part, Saint-Faute de l'autre, tous ensemble à la recherche donc du remède idoine pour l'intérêt, le seul intérêt des populations. Les précisions, Samuel Débé et Soram. Sitôt créé, sitôt lancé, le groupe de travail sur les problèmes du secteur de la santé, créé par arrêté du Premier ministre le 4 avril, a démarré ses travaux ce matin. De cette diligence, on en déduit la volonté du gouvernement de trouver vite et de façon durable des solutions à la crise qui mine ce secteur vital qu'est la santé. Face donc aux représentants des différents syndicats du domaine et acteurs impliqués, le ministre de la Santé appelle à des discussions franches et inclusives en privilégiant l'intérêt des populations. C'est en raison de l'importance du sujet que le chef de l'État a instruit le Premier ministre de formaliser les activités que nous menons par un arrêté. Et nous souhaitons que les esprits soient ouverts, que la participation soit franche, que ce soit inclusif et que de façon encore une fois définitive, nous puissions trouver une solution aux différents problèmes du secteur de la santé. Les orientations du gouvernement et les attributions du groupe sont venues du ministre de la fonction publique qui présidait la rencontre. Nous devons tous être animés par la volonté de créer un climat d'apaisement et de sérénité. Et cet objectif-là, nous le partageons ensemble. Donc il s'agit d'avoir à l'esprit au cours des activités du groupe de travail le souci de rétablir et de préserver ce climat d'apaisement, de calme et de sérénité. Par nature, les malades et ceux qui fréquentent nos structures de santé, ils ont besoin de ce calme et de cette sérénité pour recouvrer rapidement la santé. Donc c'est extrêmement important. Bien entendu, il y a des problèmes de fond, il y a des problèmes structurels qu'il nous faut examiner de fond en comble et voir les meilleures solutions qui peuvent être préconisées et mises en œuvre afin d'améliorer la qualité de notre système de santé, la qualité des soins de santé qui sont prodigués aux populations. Donc je voulais
rappeler ces deux enjeux fondamentaux, la nécessité d'œuvrer à travers le dialogue, la concertation, l'écoute mutuelle et bien entendu le respect mutuel, parce que nous sommes des femmes et des hommes et c'est normal que nous puissions ne pas avoir nécessairement les mêmes idées et les mêmes propositions. Et donc nous devons pouvoir nous écouter mutuellement, mais en même temps se respecter et préserver un climat de cordialité afin que le travail qui est attendu de nous par le gouvernement et par les populations puisse aboutir et porter ses fruits. Il y a une esquisse de préoccupations qui ont été soulignées dans l'arrêté du Premier ministre. Il y avait déjà un processus concernant le statut particulier des personnels médicaux, paramédicaux et techniques du secteur de la santé publique. Il y avait des discussions concernant la question de bonification d'ancienneté, la question des budgets dits autonomes. Nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises dans les échanges avec nos frères et sœurs responsables syndicaux du secteur de la santé de souligner que en réalité c'est un terme impropre. C'est le fruit d'une situation et d'une période sociopolitique, mais que nous avons traîné jusqu'aujourd'hui. Les responsables du ministère des Finances qui sont ici vous diraient qu'il n'y a pas de budget autonome. Toutes les recettes publiques devraient aller à une caisse commune qui s'appelle le Trésor et nous devrions être en mesure de discuter, de convenir des priorités et les ressources de l'État sont allouées en fonction de ces priorités. Il faudra que nous puissions, à la fin des activités du groupe de travail, avoir une idée assez précise de combien de personnes on est en train de parler. Et quels sont ces différents statuts que revêtent ces contractuels. Et sur cette base-là, et tenant compte des dispositions légales et réglementaires, voir comment nous pouvons gérer ce problème à la fois en ayant le souci de ces femmes et de ces hommes qui se donnent et se dévouent pour apporter leur contribution au système de santé de notre pays, mais en même temps, comme je l'ai dit, des règles existantes et des moyens disponibles. La question des conditions de travail des personnels de santé en termes de leur sécurité, de leur protection, des conditions sanitaires dans lesquelles l'ensemble des personnels travaillent, bien entendu, c'est une préoccupation légitime. Et ça aussi, nous devons pouvoir examiner ça sereinement et voir ce qu'il y a lieu de préconiser en termes de mesures. Le gros du travail, c'est tout ce qui concerne la réhabilitation, la modernisation, l'équipement de nos infrastructures sanitaires. C'est en réalité un vaste programme d'investissement dans ce secteur dont on parle. Dans les conditions ordinaires, c'est un travail qui nécessite l'implication et la participation de plus de personnes que nous n'avons la qualité autour de cette table pour régler. Parce que les investissements publics dans un secteur, fut-il le
c'est aussi la qualité des ressources humaines. Et surtout, nous assurer que nous puissions faire un diagnostic de l'existant et concilier à la fois les efforts déjà en cours en matière de gouvernance et de gestion du système de santé. Ce problème est aussi fondamental, la question de la gouvernance et de la gestion du système de santé, que les moyens et les ressources qui doivent être consacrés pour nous assurer que les équipements de base et les plateaux techniques sont en adéquation avec les aspirations et les attentes de la population. Donc nous voulons dire, comme le ministre l'a déjà souligné, que tous ces sujets, plus d'autres qu'il apparaîtrait indispensable ou approprié d'ajouter, sans naturellement avoir vocation à l'exhaustivité, il faut que nous puissions en débattre, identifier la manière dont les problèmes s'opposent réellement et proposer des approches de solutions réalistes par rapport à tous les autres paramètres et à toutes les autres considérations qui sont nécessaires. Nous qui sommes autour de la table, comme je le disais, probablement que nous ne sommes pas suffisants pour traiter complètement et convenablement tous les sujets qui ont été évoqués ou toute autre préoccupation qui pourrait être ajoutée. C'est pourquoi nous devons nous sentir totalement libres de faire appel à toute personne ressource relevant des trois ministères principaux qui sont autour de la table ou relevant d'autres ministères qui sont requis. Tout le gouvernement ne peut pas être ici, tous les domaines et tous les secteurs ne peuvent pas être ici. Nous avons vocation à faire un travail d'intérêt général. Et donc, déjà dans les ministères les plus concernés, finances, santé, fonction publique, toute personne ressource, tout responsable, quel que soit son niveau jusqu'au ministre, dont le groupe de travail aurait le sentiment qu'on a besoin de leur contribution, nous devons avoir la possibilité de les solliciter, de les inviter ou d'aller vers eux pour échanger, recueillir les données ou les informations ou obtenir des explications sur un sujet ou un autre. Et donc nous devons vraiment nous sentir libres sur cet aspect-là de la possibilité de solliciter toutes ressources humaines, toute personne ressource, quel que soit le ministère, dont nous avons le sentiment que la contribution est requise pour l'aboutissement de nos travaux. Mais il faut aller au-delà. Si nous nous contentons de faire le travail en se réunissant uniquement dans une salle ou dans un bureau, probablement que le fruit de nos travaux, les fruits ne seront pas totalement satisfaisants. Nous avons aussi la possibilité de nous rendre sur le terrain. Si nous pensons qu'en nous déplaçant dans un service, notamment dans un centre de santé ou autre infrastructure sanitaire, ça peut nous permettre de bien cerner, appréhender et comprendre un phénomène ou une problématique, nous devons pouvoir le faire. Si nous pensons qu'un déplacement hors de Lomé sur le terrain est requis pour nous permettre de faire le travail convenablement, nous devons également pouvoir le faire.
prochains jours du ministère de l'économie et des finances. Petite ressource qui permettrait de nous assurer que les modalités de nos travaux ne souffrent pas d'un problème de moyens ou de logistique. La possibilité de faire donc appel à d'autres ressources humaines et d'inscrire d'autres sujets de discussion a été relevée à cette occasion, consacrée également à la définition du chronogramme et à la désignation du bureau pour conduire les travaux. Il faut signaler qu'il existait depuis 3 mois que dure cette crise un cadre de discussion qui est donc formalisé avec l'arrêté du 4 avril. Les députés togolais convoqués le mardi prochain, mardi 10 avril 2018 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale pour la deuxième séance plénière de la première session ordinaire de l'année. C'est ce qu'indique ce communiqué du président de l'Assemblée nationale. L'enseignement maintenant, cette rencontre à signaler, c'était ce matin au lycée scientifique de Tokouin, rencontre de validation des offres de formation des enseignants du secondaire dans les universités du Togo. Les précisions, Ulrich Chamega, Patrice Boko. Sur proposition des acteurs du secteur de l'éducation, 16 parcours et offres de formation en licence professionnelle et 21 parcours en master professionnel de l'enseignement secondaire ont été retenus. Ici, inspecteurs d'enseignement secondaire et enseignants-chercheurs des deux universités du Togo vont compléter, améliorer, finaliser puis valider ces deux curricula en vue de leur mise en œuvre pour un enseignement de qualité avec désormais des enseignants qualifiés au Togo. Élaborer les objectifs de ces formations, il faut élaborer le profil d'entrée dans les parcours, il faut élaborer les compétences à acquérir, il faut élaborer les profils de sortie, il faut élaborer les critères de certification, il faut décliner tout le parcours en offre de formation, c'est-à-dire en des unités d'enseignement capitalisables qui vont être mises en place dans les universités. Former des enseignants qualifiés demeure la priorité du gouvernement dans ses efforts d'assurer une éducation de qualité pour tous dans l'atteinte des objectifs de développement ODD. En vue de l'ouverture prochaine de ces filières de formation, nous avons entrepris pour la confection des curricula de sélectionner, de demander à ce que notre pays dispose comme meilleur spécialiste à la matière, à savoir pour le secondaire, les inspecteurs qui sont remplis dans la spécialité, les enseignants seniors qui maîtrisent bien leur matière, les spécialistes pour tout ce qui concerne les questions professionnelles, y compris les opérateurs économiques, puis les professeurs d'université, naturellement rompus aussi à leur tâche, pour nous élaborer d'ici le mois de juin ce que notre pays est en droit d'entendre en matière de contenu de formation des futurs candidats au métier d'enseignant du secondaire. À terme, seuls les enseignants qualifiés seront les seuls habilités à être admis à l'exercice de la fonction d'enseignant, aussi bien dans le public que dans le privé, ceci pour garantir la qualité des enseignements au Togo. Ce sont parfois de petites choses à savoir, mais bien souvent négligées, et ça nous coûte plus cher après, en argent, en temps. L'acte de naissance, de mariage, l'acte de décès, comment s'y prendre pour ces papiers qui régissent notre vie. Des explications ont été données hier au personnel de la télévision togolaise par la mairie centrale de Lomé. Samuel Debé et Kouissala. Pièce d'identité, c'est à la fois un droit, mais aussi une
obligation pour tout citoyen. La population doit être informée et bien éclairée sur les procédures nécessaires pour l'établissement de ces actes. C'est le message que Susanna Ho, vice-présidente de la délégation spéciale de la mairie de Lomé, est venue livrer au personnel de la télévision togolaise. De faux actes de naissance, de décès ou de mariage, lumière est faite ici sur les dysfonctionnements constatés dans l'établissement de ces pièces d'identité. Et c'est pour permettre à ces professionnels de médias de mieux faire leur travail. Même au-delà du journaliste que nous sommes, je crois que ce sont des informations qui intéressent tout citoyen. J'ai déjà eu à écouter d'autres agents d'état civil, d'autres responsables de mairie évoquer tous ces problèmes-là qui se posent à eux par rapport aux enfants dont on n'a pas des actes de naissance. Mais et puis après, ça crée de sérieux problèmes, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que quand vous n'avez pas de pièces, vous n'existez pas dans la cité. Le délai pour déclarer son enfant est de 45 jours réglementaires au Togo. Passé ce délai, l'établissement d'un jugement supplétif s'impose. Une étape importante pour disposer des autres pièces d'identité. Le jugement supplétif tient lieu de date de naissance, mais n'est pas l'acte. Et d'après même les magistrats, il faut pouvoir faire transcrire cet acte, sinon vous n'aurez pas l'acte de naissance. Par exemple, si vous avez un jugement de 2017, il ne peut pas se transcrire en 2018 parce que les registres changent par année. Donc nécessairement, il faut le faire transcrire dans l'année en cours pour obtenir l'acte de naissance, pour prétendre aussi à la nationalité. Donc je voudrais vraiment que la population prenne conscience que c'est très important que l'enfant dispose de son acte de naissance. Et lorsqu'on le demande, il faut venir le retirer. Le délai prévu pour déclarer les décès est de 15 jours. Au cas échéant, la famille du défunt doit faire établir un jugement de décès suivant les procédures en vigueur au Togo. Une condition sine qua non pour bénéficier des allocations de veuvage, un avantage mis en place par l'État togolais en faveur de ses fonctionnaires, mais faut-il aussi qu'ils soient légalement mariés. Tout aussi important, la charte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça nous concerne aussi, et pourtant les 30 articles, les dispositions de ce précieux document sont méconnues. L'OTM, l'Observatoire togolais des médias, vient de recevoir des exemplaires. C'est pour une meilleure vulgarisation. À l'initiative NDH, les nouveaux droits de l'homme. Yasmine Kodia, Medina Salami. Par cette remise de la Charte des Nations Unies sur les droits de l'homme à l'Observatoire togolais des médias OTM, l'organisation dénommée le Nouveau Droit de l'Homme lance sa campagne de sensibilisation dans le monde des médias. Une sensibilisation qui vise à mieux faire connaître et respecter les droits des individus. Nous avons pensé que les premiers bénéficiaires doivent être les hommes de médias. Nous avons commencé par certaines radios et certaines télévisions, mais nous nous sommes dit que rien ne peut se faire si l'Observatoire togolais des médias n'est pas directement impliqué et n'est pas à nos côtés. La presse, c'est un quatrième pouvoir qui est très puissant. Et nous croyons que si nous n'associons pas ce quatrième pouvoir à notre campagne de sensibilisation et de vulgarisation, notre combat sera vain. Les médias, dans leur rôle d'informer et d'éduquer la population, sont appelés à maîtriser le contenu de cette charte. Et le président de l'OTM a rassuré du bon usage et de la vulgarisation de ce document. Non seulement il faut l'avoir, mais il faut se l'approprier, savoir ce qu'il y a dedans et pouvoir l'exploiter comme
cela se doit d'abord pour notre propre gouvernement et ensuite pour, bien sûr, informer les populations. Nous allons nous réunir d'abord et naturellement voir dans quelle mesure chaque rédaction peut bien sûr bénéficier de disons, cette déclaration. Si possible, l'afficher donc dans les salles de rédaction pour permettre à tous les journalistes de se l'approprier et de pouvoir faire le travail comme cela se doit. C'est depuis 2016 que le NDH a démarré cette campagne de sensibilisation et de vulgarisation. Le NDH entend ainsi participer à l'éducation et à l'émancipation des Togolais en matière des droits de l'homme. Dans le reste de l'actualité, suite de l'opération installation comité de base UNIR, le parti présidentiel étend ses ailes avait ce soir un reportage somme avec Lucas. Le parti Union pour la République UNIR dans l'AV se dote de ses structures de base. Après la mise en place du comité préfectoral, c'est ici le tour des cantons et communes. Que ce soit à Badia, à Kévé ou à Tovégan, toutes ces localités disposent désormais des comités cantonaux et communaux. Même exercices observés à Akepe, Mouepé, à Zaou et à Ando. Les différentes instances auront pour rôle la promotion des idéaux du parti dans leurs localités respectives. Il faut tout d'abord réunir d'abord le canton, l'informer, aller de porte à porte pour une information vraiment totale pour que le canton soit au courant de tout ce qui se passe au niveau de l'UNIR. Et ceux qui ne comprennent pas les visions du chef de l'État, nous allons les aider, nous allons leur expliquer le bien fondé des objectifs du chef de l'État pour qu'il puisse accompagner le chef d'État. La mise en place de ces différentes structures répond à juste titre aux recommandations formulées à l'issue du grand congrès du parti tenu en octobre dernier à TV. Nous savons que le développement par la base doit être inclusif, doit être participatif et donc comment faire pour que les militants conscients des enjeux qui sont là puissent se mobiliser et travailler ensemble pour le développement. Et ça, nous allons bientôt organiser des sessions de formation qui rappelleront les attributions de chacun des membres des bureaux et comment les organes doivent travailler dans le sens de donner beaucoup plus de force à notre parti. Nous ne devons pas faire la politique d'exclusion. Nous devons travailler ensemble. C'est ensemble que nous devons développer notre pays. Il faut que chacun amène sa pierre pour la construction de notre pays. C'est ce que nous demandons au niveau du bureau cantonal et le bureau de base pour qu'ils puissent aller sensibiliser la population pour les idéaux de notre grand parti. Du comité préfectoral au comité cantonal et même de village, c'est tout un arsenal de dispositions prises par le parti UNIR dans la V, tout comme dans les autres préfectures du pays, afin de susciter l'adhésion des communautés aux valeurs que défend le parti UNIR. À l'étranger, en bref, le procès de Jacob Zuma pour corruption reporté au 8 juin. L'audience n'aura duré que quelques instants. Partisans et adversaires de l'ancien président sud-africain étaient pourtant venus en nombre autour du palais de justice de la capitale de son fief de la province du KwaZulu-Natal, où un déploiement policier conséquent a été mis en place pour prévenir tout incident. Au Togo, je vous l'annonçais en titre, Toblekopé bientôt à Sédi, le canton va sortir de l'eau. Les travaux d'assainissement et de construction d'infrastructures sociales vont démarrer sous peu. Le ministre Nissa Ognofam était
sur place cet après-midi en visite de terrain. Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale à Escroum a entamé aussi depuis le 20 mars dernier la seconde étape du processus d'indemnisation des victimes de violences et politiques de 2005 au Togo. Il s'agit des victimes dites non vulnérables. La première phase qui concerne la phase maritime, Lomé commune et la préfecture de l'Ave a commencé. Nous reviendrons là aussi sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Quelques communiqués pour poursuivre le communiqué, ce communiqué conjoint du ministre de la Santé, de la Protection sociale et du ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé. Il nous a été donné de constater que certains journaux de la place dénoncent à travers leur parution la mauvaise qualité de certaines boissons énergiques, notamment la boisson Vodi. Après analyse du produit dans un laboratoire accrédité, il est apparu que Vodi est de qualité satisfaisante et ne présente aucun danger sur la santé des consommateurs. Tout comme tout produit alcoolisé, le gouvernement invite les consommateurs à consommer avec modération. Invitation à une activité citoyenne Togo propre le samedi 7 avril dans le cadre de ces activités conformément à son engagement citoyen pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Le parti UNIR et tous ses mouvements à savoir MSU, MFU et MJU ont le plaisir d'inviter tous les militants et sympathisants à sortir massivement le samedi 7 avril sur toute l'étendue du territoire pour prendre part à l'opération Togo Propre qui se déroule tous les premiers samedis. Le parti UNIR tient à préciser également que cela marquera le début de la célébration du 6e anniversaire de notre grand parti dont le programme vous sera communiqué ultérieurement. Le parti UNIR remercie tous les militants et sympathisants pour leur habituelle disponibilité lors de tous les événements et les convie vivement à continuer de faire de chaque premier samedi du mois un engagement citoyen au service des communautés dans lesquelles ils vivent, communiqué donc du parti UNIR. Et puis à l'endroit de la clientèle de la Sotral, la direction générale de la Société des transports de Lomé porte à la connaissance de son aimable clientèle que pour des raisons liées à l'opération Togo Propre qui se déroulera ce samedi demain, donc 7 avril 2018, les bus de la Sotral commenceront leur service à partir de 8 heures précises. La direction générale vous remercie de votre bonne compréhension. Enfin, les arts de Défalé pour refermer cette édition, c'est parti pour la 5e édition de ce festival. Danse du terroir des mets locaux, Défalé célèbre sa culture. Le récit avec Nestor Mouchou. Une initiative qui se présente comme un outil pour rehausser l'éclat de la fête Sintou Jandiagou dans la préfecture de Dousselgou. Cette initiative, c'est le Festival des Arts de Défalé. Le FADEF lance à cette rencontre les activités devant meubler sa 5e édition. Une édition placée sous le signe de l'artisanat et l'innovation artistique pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. L'innovation majeure, c'est d'abord le concours artisanal qui est devenu notre cheval de bataille. Le festival veut faire la promotion de l'artisanat parce que nous avons pris conscience que seul l'artisanat pourrait créer des emplois au niveau de la jeunesse, au niveau des femmes et aussi maintenir la population sur place. La deuxième innovation que nous avons faite, c'est ce projet scolaire, un écolier de 2 arbres qui consiste à faire du social avec la distribution des fournitures scolaires aux élèves retenus, mais aussi à faire du reboisement dans les écoles. La troisième innovation, c'est le concours des artistes musicaux qui vont présenter
de leurs prestations artistiques à partir des danses folkloriques. C'est aussi une manière d'encourager nos jeunes artistes de la région à se faire connaître d'abord sur le plan national et à s'exporter au plan international. En 4 ans, le FADEF a mis en valeur non seulement la culture de la préfecture de Dousselgou, mais aussi celle du nord du pays. Le directeur régional de la culture s'en réjouit. En proposant le Nord Togo comme une offre touristique et en présentant les sites et la variété des sites que présente le Nord Togo, eh bien, le ministère de la communication ne peut qu'encourager cette initiative et véritablement soutenir ce projet qui va dans le sens de la politique nationale de la culture togolaise. Le thème de cette année, c'est l'innovation et l'artisanat. Et donc, cette innovation-là va permettre à nos artisans d'améliorer la qualité de leurs produits. Pour cette 5e édition, le FADEF propose encore des randonnées touristiques aux participants. Le musée Yadema, le parc animalier de Sarakawa, les Tatatamberma de Nadoba, le fleuve Kéran sont entre autres les sites retenus. Et voilà, et tout à l'heure sur notre antenne à partir de 21h, vous suivrez l'émission Au cœur de la nation, la communication au service de l'entrepreneuriat togolais. Et bien, c'est le thème de l'émission Au cœur de la nation ce soir. Il sera question de donner la parole aux jeunes entrepreneurs, spécialement à ceux qui ont été primés meilleurs en 2016 et 2017. Une tribune qui leur permet donc ainsi et qui leur est offerte pour plus de visibilité de leurs produits à suivre tout à l'heure à partir de 21h avec Anita Ati Igaku. Et merci à vous qui nous suivez justement ce soir à défaler comme d'habitude toujours fidèlement, mais n'oubliez pas, soutien à notre compatriote Victoire Biancou en course toujours pour la phase finale de la compétition musicale de Voice, la phase finale de Voice, la compétition panafricaine. Très belle soirée, bon week-end. J'ai 26 ans. Je suis étudiante en comptabilité gestion des entreprises et je chante aussi. Représentant le Togo et finaliste à des Voice Afrique francophone en votant massivement pour elle. Pour voter, envoyez V12 ou 5052 sur le réseau TogoCell et envoyez V12 si vous êtes en Côte d'Ivoire Orange 77 20, Cameroun Orange au 91 12, Mali Orange au 37 222, RDC Orange au 303, Sénégal Orange au 24 90 00, Gabon Itel au 41 45, Congo Brazzaville Itel au 11 11, France au 71 415, Burkina Faso Orange au 300. Si vous êtes hors du Togo, envoyez V12 au numéro suivant, plus 225 08 48